Alors bonjour, je suis Gaël Brustier, je suis politiste, essayiste, journaliste et quelques autres mots en iste. Et voilà, je suis venu au rendez-vous de regard. Alors, hier soir, les 4 candidats socialistes ont débattu sur LCI en partenariat avec RTL et Le Figaro. Ça n'intéresse plus la presse de gauche, le Parti socialiste? Il faudrait que le Parti socialiste s'intéresse à lui-même déjà. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut comprendre la situation actuelle qu'au regard de la fondation du Parti socialiste. Le congrès actuel n'aura de sens que s'il permet au Parti socialiste de se révéler à lui-même une nouvelle mission. C'est ce qui s'est passé en 1971. En 1971, il faut se souvenir que François Mitterrand a pris la tête du Parti socialiste, mais ça n'est pas simplement la figure de Mitterrand qui prend la tête du Parti socialiste, c'est une nouvelle stratégie, c'est une nouvelle interprétation d'abord de l'évolution du capitalisme. Et c'est aussi une nouvelle organisation politique et la captation des idéaux de mai 68 et le fait qu'on mise sur des catégories sociales qui sont en dynamique dans le pays et qui permettent d'aller plus loin. Moi, je suis très sensible à cette histoire parce que ceux qui ont fait le congrès d'Épinay avec 8% des voix et qui ont fait la charnière entre François Mitterrand et la majorité, en fait, c'était Jean-Pierre Chevènement, qui était tout jeune militant parisien à l'époque et pas encore belfortin, et Didier Mottchan, qui était l'inventeur du point et la rose. Didier, qui est un des grands penseurs du Parti socialiste des grandes années, et qui est disparu à la fin octobre dernier, me disait, en fait, la question, c'est ce que le Parti socialiste, cette machine du Parti socialiste, peut trouver la petite étincelle qui lui permette d'exister, de se régénérer, et c'est surtout, est-ce qu'il y a une pensée politique? Quand j'écoute les débats, en fait, du Parti socialiste, mais depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. J'allais dire, ça remonte aux années 90, peut-être aux années 80, je dirais 86, quand on observe les permanences du Parti socialiste, où les publications idéologiques, les publications de formation ont disparu, si vous voulez. On ne retrouve plus, après 1986, de publications de ce type. Je pense que le Parti socialiste, aujourd'hui, est dans un vide théorique, un vide idéologique, un vide d'idéal, qui fait qu'il ne peut plus intéresser personne parce qu'il ne s'intéresse pas à lui-même. Il ne sait même pas quelle est sa mission. D'ailleurs, Le Foll l'a dit, mon problème c'est d'aller taper Mélenchon, un tel et un tel, mais ça ne fait pas du tout un projet politique et ça ne fait pas un projet pour la France. Donc, quel que soit le candidat qui sortira vainqueur de cette élection au sein du Parti socialiste, a priori, tant qu'il n'y aura pas de corpus idéologique, tant qu'il n'y aura pas une remise en cause de la ligne politique, le Parti socialiste n'a pas vocation à revenir par la grande porte sur le terrain politique. Il peut y avoir le miracle Corbyn, c'est-à-dire que Emmanuel Morel a la culture socialiste, en fait, il a une culture littéraire réelle, mais il a une culture politique socialiste qui permet de régénérer, de donner un ballon d'oxygène en fait au Parti socialiste. Ça, c'est une possibilité. C'est pas la possibilité la plus. Visiblement, il ne semble pas, selon les sondages qui donnent Stéphane Foll à 45%, Oui. il n'est pas celui qui sortirait. Il faut être très méfiant parce que quand on observe en fait localement, quand on connaît les sections socialistes, on a des surprises. On voit des militants qui ont toujours été des militants de l'aile droite se déclarer en faveur d'Emmanuel Morel. Pourquoi? Parce que dans cette élection, il ne porte pas l'aile gauche. Il y a 5 ans, il portait l'aile gauche. C'était le syndic de défense de toutes les ailes gauches successives du Parti socialiste. Cette fois-ci, c'est autre chose. Il porte simplement la raison d'être, la raison sociale du Parti socialiste. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Même pas au regard de 1971, mais au regard de 1920. Oui, le Parti socialiste existe et il a une vocation dans l'histoire, etc. Morel le rappelle. Les 3 autres candidats, sont dans la continuité. Oui, c'est une continuité un peu pauvrette, quoi. Est-ce que le Parti socialiste peut devenir, pour La République en marche, ce que le PRG a été à un moment donné pour le PS? Oui, c'est une possibilité. De toute façon, le Parti radical est né, voici plus d'un siècle. Oui. Il continue d'exister aujourd'hui. Il a joué un rôle central. Il a eu un rôle central dans les années 20-30. Aujourd'hui, il joue les utilités auprès de La République en marche.
le Parti socialiste va continuer d'exister sous une forme ou sous une autre, mener ses congrès, avoir des querelles de pouvoir. On voit bien en ce moment, même au sein de la majorité, au sein de l'Assemblée nationale, le Parti socialiste a du mal à se positionner. Et soit il est parfois, il vote les lois, parfois il s'abstient, parfois il s'oppose, mais on ne sait pas s'il est vraiment dans l'opposition aujourd'hui. D'abord, il y a le positionnement plus ou moins heureux et opportuniste de chacun de ses députés. Bon. Mais le Parti socialiste aussi a un problème, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle polarisation dans la société française. C'est Pierre Martin, qui est un chercheur grenoblois, qui est un grand expert des élections, qui explique qu'aujourd'hui on a une tripolarisation. En fait, on a un pôle national, identitaire, conservateur à droite, on a un pôle centriste, libéral, européen, de la République en marche, qui écrase tout et qui a conquis non pas simplement le fait d'être centriste, mais le fait d'avoir conquis la centralité. Et puis un pôle à gauche écologisto-démocrate, etc., avec la France insoumise. Bon. Et le Parti socialiste, en fait, se trouve face à un problème, c'est qu'il n'a plus de place, en fait, dans cette tripolarisation. C'est là où il doit faire un choix. Et comme ils ne veulent pas le faire, eh ben, il va se rabougrir de plus en plus et continuer de se marginaliser. Et quand on voit justement ce qui est devenu le PASOK en Grèce ou le SPD en Allemagne, la gauche italienne, vous pensez qu'il est possible qu'une gauche social-démocrate soit réinventée ou réapparaisse en Europe? Alors la social-démocratie, il faut se garder des mots en fait qui font... il y a une voie en fait pour une gauche démocrate qui représenterait... l'idéal de souveraineté populaire, la transition vers un système de production écologique qui soit en rapport avec la situation climatique, avec la situation, avec l'évolution de nos sociétés. Il y a la place pour ça, mais ce n'est pas la vieille social-démocratie qui peut le faire. On le voit très bien en Allemagne, on le voit très bien en Italie, c'est cataclysmique. Et on voit très bien en Espagne, par exemple, que le PSOE est en train de gentiment se faire marginaliser par Ciudadanos, d'ailleurs comme le PP. Donc la social-démocratie aujourd'hui est dans une crise profonde. Je pense qu'elle ne peut pas s'en sortir, mais c'est une crise qui ne remonte pas à la crise de 2008 d'ailleurs, parce que vous avez des chercheurs qui expliquaient à la fin des années 70 qu'en fait, la place de la social-démocratie qui était d'expliquer, de donner en fait une vision de l'avenir, d'un développement harmonieux du capitalisme, bon, cette vision, cette perspective-là a été, de par la crise déjà, mise à mal. Et c'est à partir de là où en fait, certaines social-démocraties ont cherché à se reconvertir, ça a donné 15 ans plus tard le blairisme par exemple, où d'autres n'ont pas su se reconvertir et se sont figés dans des modèles qui les ont amenés au déclin progressivement. Vous avez publié l'an dernier Le désastre idéologique aux éditions du CERF. Vous faites le lien entre le brouillage idéologique et la crise européenne, largement menacée par les mouvements populistes. Les politiques ont cessé de penser, Gallo-Roussier? Ou ils ont arrêté de produire des idées? Alors, il y a une réalité, c'est que les partis politiques aujourd'hui en France, la fonction de formation, par exemple, ou d'auto-formation des partis politiques a été réduite à néant. On ne peut pas aller, on n'est pas militant comme ça, parce qu'on a réussi sa vie. Il y a une espèce de mythe, en fait, j'ai réussi professionnellement, donc j'ai des choses à apporter dans la vie politique. Non, la vie politique, c'est un don de soi, et on doit s'auto-former constamment. Et j'allais dire, le militant, n'importe quel militant, doit à la fois penser les rapports de force dans le sud de la mer de Chine et les questions de son quartier. Et tout ça, ça a disparu, c'est-à-dire qu'on a un militant, le militant sachant, et le militant de milieu favorisé qui intellectualisant, etc., qui est mis en avant, et au détriment d'un militant d'action qui, lui, a profondément disparu, et qui, lui, avait une conception de l'histoire, une conception de l'héritage historique, une conception des rapports de force mondiaux, une conception profondément politique. Mais moins égocentrique, j'allais dire. Il y a une mutation quand même du militantisme qu'on retrouve, d'ailleurs qui incarne très bien la République en marche, parce que... J'allais y venir justement, vous avez analysé, je prends un autre exemple que vous avez analysé sur Slate, sur le rapport Spinetta, où vous dites que c'est un rapport signé par une élite qui ne connaît pas la France. C'est aussi ça, le macronisme, une politique des experts, loin justement des idéologies?
Bah, le rapport Spinetta, si vous voulez, pour moi, d'abord je le vis comme un descendant de cheminot, petit-fils de cheminot, un petit-fils de cheminot, etc. Donc c'est assez sensible pour moi les questions. Quand on ferme une gare, ça me fait mal. Je pense profondément que quand on dit à des gens prenez la bagnole, alors qu'on dit à Paris virez la bagnole, c'est qu'il y a quelque part une petite arnaque. Mais je pense surtout en fait que si vous voulez, vous avez toute une partie de la France, qui a ses problèmes, qui existe. Je ne dis pas qu'elle est bien, je ne dis pas qu'elle est formidable, je ne la glorifie pas, je ne dis pas que le peuple de cette France dite périphérique est formidable, je dis qu'il existe et qu'il a ses raisons. Et je pense que vous avez une autre partie de la France, qui est une partie de la France qui est contenue dans ce que j'appelle la zone verte, vraiment au cœur des métropoles, et considère que cette autre France n'existe pas ou n'est pas légitime. Et ça donne quoi? Ça donne des différences de vote, des différences de niveau de vote qui sont complètement ahurissants entre d'une part des gens où le Front National effectivement fait 5% et tout le monde saute de joie en disant fait 5%, mais dans l'autre partie de la France, il monte à 35 ou 40% et on dit ah les affreux fachos, etc., etc. Ce sont deux France qui ne se parlent plus et le rapport Spinetta c'est assez typique en fait du largage. On estime que voilà, il y a une partie de la France, celle des petites gares, des petites villes, des bourgs industriels désindustrialisés, etc., qui, au fond, n'ont plus de légitimité à exister dans le débat public. C'est quand même en contradiction complète avec toutes les... Il y a une ignorance totale. C'est ce qui est frappant, c'est l'ignorance délibérée, revendiquée de la réalité sociale, sociologique d'une partie du pays. Qui caractérise le pouvoir en place? C'est ce que vous dites? Bah, oui, Emmanuel Macron a été le candidat en fait, plutôt des métropoles. Il est profondément, bon, il est assez indifférent en fait il est assez indifférent à la France qui perd. Le petit bourg industriel du nord-est de la France, bourré d'ouvriers qui étaient à la CGT il y a 20 ans, qui ne sont plus maintenant, il n'en a rien à faire. Ça n'est pas son problème. Je pense qu'il faut voir les choses assez simplement. Ça n'existe pas dans son schéma d'analyse. Un mot sur la droite, justement, vous parliez du Front National. Vous aviez annoncé la victoire de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'une alliance Wauquiez-Le Pen version Marion est possible, crédible à l'avenir? Alors ça, la question, c'est Marion à l'intérieur du Front National. Parce que la question, comme disait, je vais citer un grand penseur qui est Karl Lang, c'est pas le Front National, c'est le Front familial. Et donc il faut poser le problème en termes de rapport de force au sein de la famille Le Pen. S'il y a une offensive politique de Marion, ce sera au sein de la famille Le Pen. Elle a quand même son appartement au bout du jardin de sa tante, donc on peut quand même, comprendre que tout ça est un peu compliqué, quoi. Maintenant, la vision de Marion Maréchal Le Pen, c'est la vision d'une certaine manière de Laurent Wauquiez, c'est-à-dire que consiste à dire voilà, on tire un trait sur ce qu'a été la droite depuis 1945 et ce qu'elle a été depuis 1962. Et donc, on est dans la vision de Patrick Buisson, qui est une vision qu'il ne faut pas caricaturer, mais qui est une vision stratégique réelle, une vision qui correspond aussi, potentiellement, si on sait l'articuler, à une réalité de la France, qui est le bloc des patriotes. C'est-à-dire, en gros, on envoie De Gaulle au rencard, on règle les problèmes mémoriels sur la guerre d'Algérie, et on constitue une grande droite, fière de l'identité de la France, d'elle-même, etc., et qui, au fond, finira à la fin par quand même réviser un peu, non pas seulement l'histoire de la guerre d'Algérie, mais derrière, quand même, l'histoire de la collaboration. Donc, possible. Tout à fait, c'est pas une utopie. Entre Marion Marine Le Pen a d'ailleurs lui-même qui avait des réserves. Entre Marion et Wauquiez, compatibilité entre Wauquiez et Marine Le Pen, entre le Front National actuel et Wauquiez, non, parce que c'est une lutte à mort entre deux appareils, dont un qui est profondément malade, parce que l'appareil du Front National est quand même débile au sens plus propre du terme, quoi. J'ai une dernière question, Gaël Brussier, c'est Raquel Garrido qui vous la pose. Elle était l'invitée hier de Pablo Pio-Vivien et elle vous demande comment vous faites pour rendre les essais sexy, dit-elle, et rendre les intellectuels accessibles, eux qui ne sont pas habitués des médias audiovisuels et vous, pourtant, qui êtes un professionnel de l'écrit, dit-elle aussi.
Je rappelle, vous présentez une émission sur le média en ce moment. Oui, eh ben, je dirais Comment qu'il rendre accessible, suffit de plus grand regarder nombre les l'émission grands de cette intellectuels. semaine, qui est avec Gabriel Martinez-Gros, qui est un grand historien, qui est un spécialiste d'Ibn Khaldoun, et David Jays, qui a écrit La guerre civile n'aura pas lieu. Et je pense que le pari est réussi de rendre, entre guillemets, sexy des essais qui méritent vraiment d'être lus pour le débat public. Une fois de plus, le média m'a donné cette opportunité, en fait, de parler de livres du temps long, d'adapter sous un format télévisuel des enjeux intellectuels qui étaient des enjeux, effectivement, habituellement de l'écrit. Mais moi, ça ne me fait pas peur, et je pense que d'ailleurs, ce que je vois aujourd'hui sur Internet, la réception de cette émission est positive. Est très très bonne. Vous vous reconnaissez d'ailleurs dans les propos de Noël Mamère lorsqu'il dit avoir été manipulé et que le comité de pilotage de Le Média ressemble davantage à un comité de soviets. Écoutez, il y a des comptes qui sont en train de se régler qui ne sont pas très propres. Moi, je vais vous dire, aux médias, j'ai deux activités principales, j'en ai d'autres, mais j'ai Slate par exemple, et j'ai le média. À Slate, on ne m'a jamais donné d'ordre, Jean-Marie Colombani ne m'a jamais dit non, ne publiez pas ce papier, et aux médias, on ne m'a pas dit il faut faire ci ou il faut faire ça. Je suis totalement surpris en fait de ces polémiques. C'est tout à fait normal que dans une aventure comme ça, il y ait des gens qui s'en aillent, parce que la forme en fait définitive de l'équipe, voilà, ça met du temps, parce que le projet se précise et que certains ne s'y retrouvent plus, etc. Je conçois tout à fait. Le fait d'aller parler à n'importe quel micro me semble un peu suspect. Il y a une forme de... En fait, je vais vous dire, pour moi, c'est une culture assez de polémique parisienne, sans, je sais pas... Il a l'air déçu, il était sincère dans sa démarche de Non, la mère quand oui, il s'inscrit est dans le déçu. média. Oh, il est très lié à la famille Rossigneux, donc étant ami de la famille Rossigneux et dînant avec la famille Rossigneux toutes les semaines, il était très embarrassé de se trouver au dîner avec Aude Rossigneux virée et lui maintenu. Donc du coup, cette petite danse de Saint-Guy en fait qui nous offre, voilà, mais ça ne regarde que lui. La vérité, c'est que tout ça, quand je dis des polémiques parisiennes, oui, parce qu'il y a une manière de faire. Il y a des formes de déloyauté qui sont tout à fait propres à cette ville, en fait, je trouve, et qu'on a retrouvé dans l'affaire du média. On peut être en désaccord, on peut dire aux médias, vous êtes est-ce que vous êtes un média ou est-ce que vous êtes un relais de la France Insoumise? Je comprends qu'il y ait ce genre de débat, c'est tout à fait libre, etc. À chacun de prouver en fait sa bonne foi, mais ce genre de manipulation est un peu dérisoire et grotesque, vous faites. Merci beaucoup Gaël Brustier. Demain, Pablo Pio-Vivien recevra Patrick Farbiaz, ancien conseiller de Noël Mamère justement, et de Cécile Duflot. Il a également dirigé les relations internationales des Verts. Il organise ce week-end la 13e édition du salon anticolonial et antiraciste. Vous avez une question pour lui? Oui, Patrick Farbiaz est quelqu'un que j'estime beaucoup, que j'ai rencontré en arrivant à Paris justement dans une manifestation de soutien au Venezuela d'Hugo Chavez, et j'aimerais savoir ce qu'il pense de l'avenir des gauches latino-américaines en lien avec celui de l'avenir des gauches européennes. Voilà. Eh bien, je lui transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci.